Voilà, on va pousser la porte. Et nous voilà dans le beffroi. Donc Olivier Duhamel, on va débuter là, cette ascension du beffroi. Combien de marches ce beffroi de l'hôtel de ville à Lille ? Quelques-unes, il faut être un petit peu joueur. Alors le décompte exact selon les enfants ne sera pas toujours le même, selon la manière dont ils se précipitent, ils sont aventureux, etc. Mais grosso modo, on va dire qu'il y a environ 400 marches. Un peu plus, un peu moins. Donc là, on est en train de monter 110 marches qui nous séparent du rez-de-chaussée à la cage d'ascenseur qui nous permettrait éventuellement de soulager de quelques 300 marches. L'ascenseur, il est d'époque, il est d'origine ou il a été rajouté par la suite ? Non, il est d'origine ascenseur. On va le voir là-haut. C'est d'ailleurs une très très belle structure en métallique, un petit peu comme la Tour Eiffel, si vous voulez, avec des poutres de métal rivetées, boulonnées. C'est le cœur, c'est la colonne vertébrale du beffroi de l'hôtel de ville de Lille. Alors on a d'ailleurs l'habitude parfois pour les Lillois de dire tiens le beffroi c'est là où Madame le maire a son bureau. Est-ce que ça correspond à une réalité ou est-ce que c'est juste une plaisanterie ? C'est un mythe. Enfin, disons que le bureau du maire a été établi dans le beffroi de l'hôtel de ville, comme je vous disais, avec le bureau de Roger Salengro, entre autres. Mais depuis le décès de Roger Salengro, ce bureau est inoccupé. D'ailleurs, on a l'occasion de le voir à l'occasion des Journées du patrimoine. C'est quasiment la seule occasion de découvrir ce lieu qui est resté dans son pur jus art déco, on va dire. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une partie du cabinet de Madame le maire, mais ce n'est pas le bureau où siège l'édile. Donc c'est pas non plus un lieu où quelquefois le politique vient se retirer pour méditer, pour contempler la ville et prendre des grandes décisions capitales. Alors je n'ai pas tous les secrets du fonctionnement municipal, c'est possible, je vous avoue que je ne le sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'encore aujourd'hui, le beffroi reste très symbolique, parce que quand on parle du pouvoir municipal, on va parler du beffroi. Très souvent, on va parler du beffroi, on va dire sous le beffroi, donc ça reste l'expression du pouvoir municipal. Olivier Duhamel, nous voilà arrivés sur ce deuxième palier avec deux portes de bois qui laissent apercevoir des petites lucarnes. Et derrière c'est le bureau dont nous parlions à l'instant, le bureau du premier maire de cet hôtel de ville, le bureau de Roger Salengro. Et c'est vrai que ce bureau, il a tout son intérêt parce qu'effectivement, on est dans un vocabulaire art déco qui est pur. On a des luminaires, on a du mobilier, toutes les huisseries. On est vraiment resté dans l'expression globale du beffroi art déco qui avait voulu du buisson, parce que du buisson va créer l'architecture, mais va créer aussi tout le mobilier et tout ce qui va servir à décorer le beffroi. Ce bureau, est-ce qu'il a des spécificités ? Est-ce qu'il a un mobilier qui a été choisi par Roger Salengro lui-même ou qui vient de la région ? Qu'est-ce qu'on en sait, si on en sait quelque chose ? Alors, personnellement, je ne sais pas qui a fait le choix de mobilier, mais comme je vous le disais, c'est du buisson qui va créer de manière globale le mobilier. Par exemple, encore aujourd'hui, tout le mobilier qui est utilisé pour le conseil municipal sera de la même époque et sera du même jus, effectivement, art déco, avec cependant des souvenirs de l'histoire de la ville de Lille, avec la fleur de lys qui va être apposée, par exemple, dans énormément d'endroits du palais, de l'hôtel de ville, pardon, que ce soit dans les ferronneries, que ce soit dans les huisseries, on retrouve très souvent cette petite fleur de lys, par exemple. Après, dans le bureau, c'est quelque chose qui est très émouvant, c'est qu'on a l'impression que Salengro l'a quitté et puis que c'est resté dans l'état. On retrouve encore son buvard, puisqu'on écrivait à la plume à l'époque. On a encore les tentures qui sont devant ses fenêtres, qui s'ouvrent sur des balcons, d'où le maire pouvait s'exprimer ou voir la population de Lille qui était aux abords de la ville. C'était une pratique qui se faisait d'ailleurs à cette époque-là réellement de discourir comme ça depuis le balcon. Alors je ne sais pas si ça s'est fait réellement, mais en tout cas, je pense que c'était une vocation de rappeler ce côté historique du beffroi qui était l'expression du pouvoir et à partir duquel l'édile pouvait s'adresser à la population. Parce que le beffroi, on l'a pas rappelé tout à l'heure, mais c'était un lieu d'expression, c'était un lieu de départ d'information, puisque le beffroi, entre plusieurs fonctions, a pu servir de lieu d'alerte, entre autres choses. C'est un lieu qui était en hauteur, dont on pouvait voir, dont on pouvait sonner l'alerte en cas d'incendie, de mouvement, etc. Donc c'est un lieu d'expression en tout cas. C'est encore le cas d'ailleurs, les sirènes de la ville, est-ce qu'elles sont encore au sommet de ce beffroi ? Alors, les sirènes qui vont retentir tous les mercredis ne sont pas au sommet du beffroi, elles sont un peu en contrebas, elles sont au 3e étage de l'hôtel de ville, sur les toitures de l'hôtel de ville, donc un petit peu en contrebas du beffroi. Mais c'est vrai que quand on est là-haut, on a tout de même l'occasion de les entendre assez fort. Eh bien, on va poursuivre peut-être notre ascension dans ce beffroi de l'hôtel de ville de Lille. Olivier Duhamel, on s'arrête sur un des paliers intermédiaires de ce beffroi de l'hôtel de ville pour reprendre un peu notre souffle, pour regarder aussi dehors quel est l'environnement immédiat de ce beffroi. Donc on est à 19 mètres de hauteur. Vous m'avez dit que le beffroi en faisait 104.
Tout à fait. Donc on a déjà pas mal monté et puis on va arriver tout près de l'ascenseur. Donc vous me direz si vous préférez l'ascenseur ou les marches. On va regarder un petit peu par la fenêtre ce qui nous est proposé de voir à travers ces très grandes fenêtres qui font rentrer pas mal de lumière. On a l'impression qu'en contrebas, cette cour intérieure qui a été créée finalement avec l'extension plus contemporaine de l'hôtel de ville, on a quelque chose qui évoque un petit peu les écoles anglaises, un petit peu comme ce qui a été fait avec l'université de la Cato à Lille. Oui, c'est pas faux. On a un petit peu effectivement cette impression de jardin intérieur, de cour, qui était prévue de toute façon à l'origine dans le plan de Dubuisson. Hein. Et oui, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver à la Cato aussi, parce qu'on a aussi des codes couleurs. Hein. En sachant par contre qu'ici à l'hôtel de ville, on a une architecture qui est beaucoup plus stylisée. Si vous regardez juste en face de vous, là par exemple par cette fenêtre, on arrive au 3e étage de l'hôtel de ville. On arrive dans les parties hautes et vous voyez que le béton, comme on le disait tout à l'heure, est utilisé de manière décorative assez noble. Et on voit ici des chapiteaux plutôt végétaux mais stylisés, alors qu'à la Cato on sera vraiment dans du néo-gothique. Ici on reprend le vocabulaire de l'Antiquité mais en le stylisant, en le dévoyant un petit peu pour ajouter une touche de modernité, ce qui fait toute la richesse de cette architecture. Après autour de nous, à l'intérieur du beffroi, quand on se tourne, là on va arriver sur les matériaux vraiment typiques de cette période qui sont très constitutifs de l'art déco. On a pu voir à l'extérieur de la brique, de la céramique. Au niveau des marches, on aurait pu s'attendre par exemple à du marbre. Qu'est-ce qu'on a ? Alors c'est pas du marbre, mais c'est un matériau qui est très moderne aussi pour l'époque et qui aujourd'hui a très bien vécu. C'est ce qu'on appelle du granito. C'est une pierre recomposée. Donc ici on voit un sol constitué de granito blanc et de granito rouge. On trouve toujours cette polychromie qu'on a à l'extérieur avec le béton et la brique. Les fenêtres, je le disais, sont assez grandes aussi. Oui, on va retrouver ces fenêtres qui laissent rentrer la lumière. On sait que dans l'art déco, souvent, c'est assez fonctionnel, en fait, tout simplement. Il y a de l'ornementation, mais qui va toujours servir à de la fonctionnalité. Et c'est vrai que dans l'hôtel de ville, ici, on va avoir quelque chose d'assez standardisé. Ça augure ce qu'on trouvera de manière plus imposante dans les années 50, mais on va dire qu'ici, oui, les lumières sont standardisées, sont régulières, imposées et grandes.